Alors malgré la multiplication des rapports officiels et des enquêtes parlementaires, la situation de la protection de l'enfance est toujours aussi catastrophique, impactant la qualité de vie au travail des professionnels évidemment, mais surtout l'efficacité de la réponse aux jeunes les plus fragiles. Quelles sont les solutions pour sortir de l'impasse ? Comment faire en sorte que l'État et les départements tiennent enfin leurs engagements? Pour débattre du sujet, je suis ravi d'accueillir Cathy Lemoigne, présidente de la commission France Famille Jeunesse de l'UNIOPS, qui est bien connue. Merci Cathy d'être présente. Et Aniela Lamnawar, membre du collectif Les Oubliés de la République, un comité d'enfants placés constitué à l'occasion de l'enquête parlementaire sur les défaillances de la protection de l'enfance. Donc merci à toutes les deux d'avoir accepté de participer à cette discussion sur ce très vaste sujet de la protection de l'enfance, un secteur qui va mal. Cathy, est-ce que, pour replacer un peu le panorama de l'état du secteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont les grands facteurs qui vont véritablement dégrader ce secteur de la protection de l'enfance? Il y en a tellement, je suis désolé de cette question très globale, mais au moins avoir quelques facteurs en tête principaux. Alors on va essayer de faire quelque chose d'un peu phare et qui va donner des crans à la difficulté qu'on rencontre. Ouais. Merci tout d'abord pour cette invitation. Un des premiers éléments, et puis ça rejoint ce qui s'est dit juste avant nous, c'est l'inaction des politiques publiques et quelque chose qui nous sidère. Du côté mais au fond, avec toutes les alertes qu'il y a eu, et il y en a eu et depuis des années, rien ne bouge et voire ça continue de se dégrader. Donc un des éléments et un des facteurs, c'est l'inaction. Un deuxième facteur... Parce qu'on a eu des rapports, des constats... beaucoup de rapports. Paquet, le Conseil national de la protection de l'enfance s'est ému, l'UNIOPS s'est ému, la CNAP s'est ému, les oubliés de la République se sont émus. Et en fait, je crois que du côté de l'émotion, ça ne traverse pas quelque chose du côté de l'État. Et c'est peut-être ça qu'il faut qu'on aille agiter. Un deuxième élément, c'est les droits des enfants. Alors, tu le disais tout à l'heure, Antoine, la question de la Convention internationale des droits d'enfants, pourtant ratifiée, massacrée, parce qu'aujourd'hui, elle est piétinée au sens où on dézone complètement de l'application des droits. Donc ça, c'est un des facteurs qui continue de se dégrader. Et tant qu'on appellera aux droits et qu'ils sont ineffectifs, nous continuerons de nous dégrader, parce que le droit doit garantir un périmètre. C'est un champ concurrentiel, c'est des politiques décentralisées parce que ce sont des politiques territoriales, sans un territoire, sans une politique publique. Ça génère de l'inéquité de traitement, ça c'est pas supportable. Et aujourd'hui, tant que l'État, les départements et le secteur associatif ne trouveront pas à coopérer, et nous ne trouvons pas à coopérer, nous continuerons inlassablement de nous dégrader et nous regarderons les choses avec sidération et ne pouvons pas du tout agir. Très bien. Aniela, le constat est très dur, mais malgré tout réaliste. Est-ce que parmi ces grands facteurs, notamment cette question de l'inaction, d'un décalage de plus en plus grand entre les droits affichés et leur application, est-ce que vous partagez tous ces constats? Est-ce que vous voyez d'autres grands facteurs qui viennent vraiment fragiliser le secteur? Oui, je pense qu'au-delà du désengagement qu'on voit clairement, on a évoqué tout à l'heure dans la séquence précédente la question du ministère, la symbolique et le poids politique aussi que représente sa perte finalement, c'est une politique publique qui ne l'intéresse pas. Voire la protection de l'enfance n'est même pas considérée comme une politique publique dans son traitement. Donc on le voit avec le ministère, mais on le voit aussi dans l'application, dans les projets de loi qui sortent, sans réelle mesure d'application derrière, sans réelle concertation avec le terrain et les besoins qui sont là. C'est surtout la question des besoins aujourd'hui. Un élément qui est important aussi de rappeler, c'est que en ce moment, on est ces dernières années, face à un phénomène qui est nouveau, c'est l'augmentation des besoins de placement, de protection des enfants, avec derrière des mesures qui ne peuvent pas être appliquées. Donc on a conscience, on sait, on fait tout le process de mise en protection de l'enfance, mais derrière, on n'a rien pour réellement placer l'enfant parce qu'il n'y a plus de place. Ou des retards. Exactement. Il y a eu plusieurs affaires où l'enfant était en danger et on a attendu 6 mois avant de trouver une mesure, et ces retards avant de pouvoir rendre effective la mesure. Ouais. Au-delà d'être administratifs, ils sont dramatiques parce que derrière, nous avons des enfants qui décèdent, dont on sait qu'ils étaient nécessiteux d'une protection de l'enfance. Ouais. Donc aujourd'hui, on est face quand même à des chiffres et à un constat qui est plus qu'alarmant, partagé par l'ensemble des acteurs, même au niveau des politiques. Je pense que les parlementaires, notamment, ont en tête cette priorité. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait ?
Et c'est là où on a besoin d'action, on a besoin de cohérence aussi entre les effets d'annonce qu'on développera, je pense, par la suite sur les projets de proposition de loi notamment, et la réelle application et surtout protection des enfants de notre pays. Très bien. Malgré tout, si on devait se dire, voilà, il faut prendre 3-4 mesures très urgentes, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? C'est très difficile quand on voit une immense montagne de se dire par où on va commencer, parce que vraiment l'édifice est énorme. Mais s'il y avait 2-3 mesures comme ça à décider rapidement, sur quoi il faudrait mettre le paquet ? Alors, quand bien même on est des gens raisonnables sur l'utilisation des fonds publics, il faut quand même des moyens. C'est-à-dire vraiment fixer une ambition à l'aune des moyens. Alors il n'y a pas que les moyens budgétaires, il y a aussi les moyens humains. Il y a considérer, mais considérer c'est rémunérer. Donc on retourne aux moyens, mais je pense que c'est vraiment le maître mot. Quand bien même il faille aussi une réforme profonde en matière de protection de l'enfance, mais de la même façon une réforme qui comprend de là où on en est pour avoir une politique aussi prospective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un déficit de vision. Non seulement on a un déficit d'ambition, mais on a aussi un déficit de vision. Donc si on veut aujourd'hui se sortir de l'ornière dans laquelle on est, c'est déjà se dire qu'est-ce qu'on vise comme amélioration. Est-ce que déjà on agit sur les troubles en lien avec les traumas vécus sur l'enfance? Est-ce que on requalifie le secteur? Parce qu'aujourd'hui, faute de budget, on a déqualifié les professionnels. Donc est-ce qu'on réinvestit dans de la formation? Est-ce qu'on réengage du collectif? Est-ce qu'on réussit à réarmer? Parce que c'est aujourd'hui un mot très à la mode. Est-ce qu'on est en capacité de réarmer un certain nombre de choses en matière de coopération territoriale? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les solidarités ne sont pas à vendre et que nécessairement le champ du lucratif ne peut pas entrer dans les solidarités et encore moins en matière de protection de l'enfance? Donc il y a à la fois des choses à faire et il y a à la fois des choses à barrer, à interdire, et il y a des promesses qui doivent être tenues. Elles peuvent être simples, mais il faut qu'elles soient tenues et c'est urgent parce que la qualité aujourd'hui n'y est plus et la dimension de protection ne devient plus qu'un énoncé du discours. Dans un État comme le nôtre, je trouve que ça pourrait concourir à un peu de honte si on ne continue pas, si on n'agit pas, mais si on continue de ne pas vouloir regarder ce qui est en face de nous. Et oui, et puis tout ça, ça conduit à une espèce de crise de confiance aussi envers l'institution tout entière et notre système de protection de l'enfance. Est-ce que vous, Aniela, vous rejoignez cette idée que au-delà des mesures, parce que je trouve ça très intéressant comme analyse de considérer que certes, il y a des mesures peut-être à prendre rapidement et peut-être sur un terrain financier ou de la gouvernance, on pourrait trouver des pistes d'action rapides, mais il y a aussi cette idée de retrouver un cap. On a l'impression qu'on n'a plus de cap. Ça rejoint votre observation sur le défaut du ministère de l'Enfance. Peut-être que s'il n'y a pas de ministère, donc il n'y a pas véritablement de cap politique. Est-ce qu'on a besoin de ça, de cette vision un peu plus lointaine en définitive? Je suis extrêmement d'accord et j'irai encore plus loin. C'est impossible aujourd'hui de continuer à dire aux enfants, notamment sur la question des violences sexuelles, parlez, il faut que vous parliez, il faut en finir avec le silence et la honte doit changer de camp. On le voit avec Betaram, on le voit malheureusement avec les derniers faits dans le périscolaire parisien. La protection de l'enfance, elle touche tous les secteurs et elle touche l'entièreté de notre société. Donc aujourd'hui, la nécessité, c'est aussi d'accompagner et d'être à la hauteur des enfants qui ont ce courage immense de parler et de parler partout parce que malheureusement le problème est partout. Si le problème il est partout dans tous les secteurs, tous les milieux, c'est aussi parce qu'aujourd'hui on est dans un pays qui ne protège pas suffisamment et du coup c'est un terrain propice à ce qu'on ait des agresseurs qui viennent dans les milieux qui sont proches des enfants forcément. Dans cette idée-là, c'est aussi comment aujourd'hui on lutte une fois qu'on a détecté, une fois qu'on protège nos enfants, comment au sein de l'aide sociale à l'enfance, on protège aussi. Parce que, et la commission d'enquête pour laquelle on a extrêmement milité et travaillé en concertation, nous en tant qu'anciennes enfants placés pour que cela change, a quand même écrit noir sur blanc qu'aujourd'hui il y a des violences institutionnelles faites au sein de la protection de l'enfance. Et si je le reprécise, c'est parce que c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'en 2025, on a quand même le courage de se dire qu'il y a un sujet, mais on n'a pas le courage de se dire qu'il faut que ça s'arrête et que ça suffise pour tous les enfants. Donc il y a ces deux pans qui, moi, me semblent un peu urgents. Au-delà de ce que Cathy a pu dire, c'est à la fois
protéger et faire en sorte que les enfants puissent réellement être accompagnés, mais aussi une fois qu'on les met dans notre système de protection de l'enfance, comment on les protège et on les accompagne vraiment dans une politique publique qui est en crise et qui coûte cher aussi d'un point de vue un peu moins humain, mais qui est quand même réel dans une crise budgétaire comme la nôtre. Très bien. Alors, une question, parce que il y a eu plusieurs réflexions et il y a eu un certain nombre de propositions qui ont été faites, notamment une proposition de loi sur la protection de l'enfance. On en a entendu parler, mais voilà, ça disparaît et puis ça réapparaît. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments justement sur le contenu de cette loi? C'était la fameuse loi Vautrin, l'ancienne ministre en exercice. En quoi ce véhicule législatif peut-il contribuer à améliorer la situation? C'est quoi son contenu et en quoi cette PPL elle peut être utile? Alors effectivement, 4 axes majeurs qui ont été un peu déterminés dans le cadre de cette PPL. Un premier qui est plutôt sur une notion de agir précocement, donc une notion de préventive, même si on reste dans de la protection de l'enfance, et plutôt zoomé sur la question des 0-3 ans. Donc derrière, vous avez tout ce qui serait de nature à travailler sur les mesures d'action éducative à domicile, sur la subsidiarité, ce principe de subsidiarité qui était inscrit dans la loi de 2007, mais qui a bien de la peine aujourd'hui à trouver sa place, puisqu'aujourd'hui on a plus de placements judiciaires et de mesures judiciaires que de mesures dans le cadre préventif et donc administratif. Ça, c'est un premier axe. Donc vraiment un zoom sur les petits, les 0-3 ans, et puis cette notion de prévenir au travers de mesures qui sont déjà existantes mais qui seraient améliorées. Deuxième axe, plus d'implication des familles, mais versus une implication des familles qui pourrait viser une intention portée à l'égard de l'enfant, c'est-à-dire qu'un enfant qui va bien est un enfant qui resterait à minima dans son entourage familial. Donc aujourd'hui, on fait un chemin qui consisterait à dire que là où on pensait avant le placement en famille d'accueil, donc on confiait des enfants dans les familles d'accueil, aujourd'hui on parle d'accueil en famille. Donc même le vocable évolue dans la loi et viendrait dire qu'il y aurait quelque chose à beaucoup plus creuser dans l'entourage naturel de l'enfant, voire l'entourage amical, mais qui demain pourrait être amené à accompagner ses enfants. Donc dedans, il y a tout ce qui est de l'accompagnement durable et bénévole, tout ce qui est du tiers digne de confiance, etc. Ça, c'est le deuxième axe. Troisième axe, c'est plutôt sur la sécurisation concernant le statut de l'enfant. À la fois accélérer les mesures en CESEC. La CESEC, c'est une commission qui se réunit et qui doit regarder en fait quel est le statut de l'enfant en matière de délaissement parental. C'est-à-dire à partir de quand on dit qu'un enfant peut être considéré comme délaissé et à partir de quand il peut basculer dans ce qu'on appelle l'adoption simple. Donc une volonté de travailler là-dessus. Et un quatrième axe qui est beaucoup plus marqué du côté de la gouvernance à simplifier et de faire en sorte que sur les territoires peut-être on généralise, ça c'est une des pistes, les comités départementaux de protection de l'enfance, CDPE, qui étaient expérimentales dans le cadre de la loi Taquet et qui aujourd'hui iraient à se généraliser. Voilà en gros les 4 axes que porte la loi. D'accord. Est-ce que par rapport à ce contenu, il vous semble que ça peut permettre de faire évoluer la situation et quels seraient parmi ces 4 axes, l'axe le plus intéressant pour l'avenir de la protection de l'enfance? Même si j'ai bien compris que ça n'allait pas tout régler, hein, mais on fait du petit pas là. Hein. Bien sûr, voilà. Sur les petits pas, nous on a toujours plaidé sur une réforme structurelle. Je pense qu'on est tous d'accord, il y a besoin d'un changement. Cependant, on préfère mettre des garde-fous dans la protection de l'enfance et je pense que c'est essentiel parce qu'on a vu beaucoup de lois avec beaucoup de décrets qui mettent très longtemps à arriver et des enfants qui en décèdent entre-temps parce que ces décrets sont pas là. C'est aussi ça la réalité. C'est pas que des exigences administratives ou politiques, c'est derrière des vies qui sont réellement mises en danger et je pense notamment à la petite Lily qui est décédée à l'hôtel et entre-temps le décret n'était pas sorti pour interdire les enfants dans les hôtels, ce qui paraît finalement assez fou en réalité de se dire qu'on a des enfants placés, confiés à l'État qui se retrouvent seuls dans des hôtels. Sur cette, il faut avoir une vision pragmatique des choses et pas partir dans des grandes ambitions qu'on ne pourra pas, en tout cas, qu'on tiendra des
des années plus tard? On a un peu un mot d'ordre par malheureusement habitude, c'est de ne pas vouloir empiler les projets de loi, les propositions de loi qui malheureusement se répètent, qui malheureusement portent le nom du ministre actuel, mais qui ne changent rien dans le fond. Nous, on sera toujours derrière les politiques publiques parce que si on revient après tant d'années, après 18 ans au sein de la protection de l'enfance, c'est qu'on croit en ce système, mais on croit surtout en son amélioration. Là, il n'y a pas de doute et je lance un appel en disant que vous nous trouverez toujours en tant qu'experts sur le sujet. Malheureusement, on voit aussi toutes les difficultés de l'ambition. Là, la proposition de loi, elle a quelques axes et encore, on n'a pas forcément de nouvelles de où est-ce que ça en est au niveau du gouvernement. On est quand même dans une instabilité aussi nationale et globale qui fait que on n'est encore pas la priorité parce que nous avons une haute commissaire mais nous n'avons pas de ministère, donc il faut aussi prendre ce contexte-là sur la réalité du traitement de l'enfance. Cependant, on a quand même des avancées et c'est là où nous, on concentre aussi tous nos efforts parce que parfois, à vouloir faire du très grand, du très sensationnel, on passe à côté de ce qui est essentiel. Actuellement, il y a 2 propositions de loi qui sont centrales pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Tout à l'heure, on évoquait la question des mineurs isolés qui sont traités de manière inhumaine, il faut le dire, je pense, en 2025, qui sont sous-traités dans la protection de l'enfance, qui sont considérés comme des sous-enfants aujourd'hui par nos politiques publiques. Et parmi ces propositions de loi qui sont débattues et qui seront votées le 11 décembre, on en a une justement pour la mise à l'abri pendant la période de recours et donc d'évaluation de la minorité de ces jeunes-là, qui permet qui ne se retrouvent pas tout simplement à la rue, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc aujourd'hui, on demande à ce que les mineurs isolés puissent être protégés en tant que mineurs et que la présomption de minorité soit effective. Et puis, de manière encore très concrète et dont on espère qu'on pourra aller plus loin avec la proposition de loi que je continue d'appeler Vautrin, on verra comment elle évoluera, c'est la proposition de loi sur rendre obligatoire l'avocat pour tous les enfants qui sont en mesure éducative ou dans la protection de l'enfance en général. Et ça, c'est du très concret. Et ça, c'est le 11 décembre. Et ça, on invite l'ensemble des parlementaires à se saisir de la question. Les effets d'annonce et le constat, on l'a. On le sait, le rapport du CESE, la commission d'enquête, etc., on le sait, nos témoignages aussi. Aujourd'hui, ils peuvent agir concrètement pour des mesures. Nous travaillons pour et il est essentiel que, petit à petit, comme on le disait, ça puisse avancer aussi comme ça, en parallèle de grands projets structurels qu'on demande depuis des années. Très bien. C'est des mesures assez encourageantes et très concrètes. On va prendre une autre question des internautes, donc une question de Youssef. La création d'un code de l'enfance n'est-elle pas aussi une priorité ? Alors, je crois que Cathy, vous êtes la spécialiste un peu de ce sujet-là, donc je vais vous laisser la parole en priorité, et notamment d'arriver à faire ce lien entre ces PPL, ces projets législatifs et ce fameux code. C'est quoi la différence? C'est quoi la plus-value d'un code par rapport à des lois peut-être plus ponctuelles? Voilà. Bah, en fait, si on fonctionne en entonnoir, on va se dire, voilà, Convention internationale des droits de l'enfant, on a des droits. Où sont situés ces droits? Aujourd'hui, on n'a pas de ministère, donc on n'arrive pas déjà politiquement à les situer. 2, un enfant, pour grandir, il a besoin de tout un tas de choses, et donc du coup, ça plaide en la faveur de l'interministériel. C'est-à-dire comment on pourrait aussi avoir un ministère qui permet d'aller rechercher la transversalité dans les politiques publiques. Parce que c'est toute une société qui doit construire un enfant. Le code de l'enfance, il serait la sacralisation à un moment donné de la question des droits. C'est-à-dire qu'on est d'accord de dire que des droits sont présents et des droits doivent être édictés et respectés. Donc le code de l'enfance aujourd'hui, il avance un peu au sens où, même si c'est un vieux serpent de mer, parce que dès 2014 déjà, il y avait eu des avancées pour des propositions en la matière. Aujourd'hui de nouveau, c'est la haute commissaire à l'enfance qui se saisit en fait d'une commission qu'a missionné Jean-Pierre Rosenweg pour partie avec toute une équipe de juristes, etc., d'avocats et de magistrats autour de lui pour mener une mission sur déjà si on devait aller vers un code de l'enfance, donc on n'est pas l'écriture du code en tant que tel, mais déjà, qu'est-ce que ça pourrait faire? Alors ce code de l'enfance, il viendrait aussi très symboliquement resituer la question prioritaire de l'enfance. On constate aujourd'hui une dégradation
terrifiante du regard porté sur la jeunesse. Je trouve qu'aujourd'hui, on est plus à la sanction qu'à la mise en œuvre de choses qui portent les jeunes. Le Covid les a sacrément mis de côté. Je trouve qu'on n'en a pas pris soin, je trouve qu'on n'en prend toujours pas soin. Sans doute que la question de la protection de l'enfance est d'autant plus symptomatique de ce regard porté. Aujourd'hui, on est plutôt, et d'ailleurs le HCFEA a fait une enquête assez intéressante sur quel regard porte la société sur les enfants. C'est assez cruel parce qu'en fait, on a le sentiment que les petits sont attirants parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la bonhomie et que quand on grandit, c'est quelque chose qui tire beaucoup à un regard beaucoup plus acerbe des enfants qui finalement auraient poussé dans quelque chose de l'ordre de la délinquance pour lesquels il faudrait sanctionner, des familles qui ne seraient pas à la hauteur du devoir parental. Donc on a un regard très dur, je trouve, aujourd'hui sur notre jeunesse. Je trouve que on n'a pas de politique d'investissement de la jeunesse, on a plutôt un regard sur ce que ça nous coûte aujourd'hui la jeunesse. C'est triste qu'une société grandisse comme ça et je pense qu'un code de l'enfance pourrait peut-être au moins mettre une pierre à l'édifice d'un regard un peu plus rond, un peu plus chaud, parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain et si une société n'investit pas sur ses enfants, je suis pas sûre de ce qu'on deviendra demain. C'était une des choses phares qu'a fait le rapport Santiago. Je pense qu'il faut le tenir et je pense qu'il faut se battre pour ça. Notre société ne peut pas se défaire de ses enfants. Très bien, merci beaucoup. Juste un dernier mot sur ce projet de code de l'enfance. Est-ce que les enjeux, justement, comme nous le dit Cathy, c'est des enjeux presque sociétaux, en fait. Voilà. Est-ce que ce code il peut contribuer justement à changer les imaginaires, en tout cas à changer le regard qu'on porte sur l'enfant et sur ces fameux adultes en devenir? Je suis entièrement d'accord et c'est même donner un statut à l'enfant, un rôle à part entière dans cette société. Très rapidement, il faut presque au CP savoir quel adulte on va devenir avant même qu'on ait le droit d'être un enfant. Et c'est tout cet aspect-là et peut-être pour faire le lien aussi avec pourquoi cette proposition de loi nous tient tant à cœur, nous, anciens enfants placés, c'est que la question du droit, ce n'est pas que la question de la défense, c'est aussi la question de l'accès et de la connaissance. Et en réalité, quand on est placé pour beaucoup des grands parcours, par exemple, peut-être pour humaniser ça aussi, j'étais placée de mes 2 ans à mes 18 ans, donc vraiment toute ma vie, c'est la protection de l'enfance en tant que structure, c'est avoir le choix de l'orientation, avoir le choix d'avoir ou non un avocat, d'avoir ou non connaissance de ses droits, etc. Et ça, c'est important. Comment construire des adultes de demain quand on n'est rien dans cette société, même pas un ministère au final, mais même pas un code avec une lisibilité de nos droits et de nos devoirs, parce qu'on parle souvent des devoirs, mais très peu de nos droits au final. Très bien, mesdames, je vous remercie beaucoup pour ces réflexions et ces nombreuses propositions qui nous permettent d'envisager avec un petit peu plus d'optimisme l'avenir de la protection de l'enfance. Une question de plus en plus préoccupante quand on aborde la situation des jeunes est aussi celle de la santé mentale de ces derniers, une thématique d'actualité dont nous allons débattre lors de notre prochaine séquence. Avant que nous débutions celle-ci, découvrons le dispositif Hannah Arendt. Celui-ci est porté par la mutuelle La Mayotte en région parisienne. Il s'adresse à des jeunes en situation de handicap et aussi accompagnés par la protection de l'enfance. Reportage. Alors le dispositif expérimental Hannah Arendt est un dispositif qui a ouvert en 2019. Il accompagne des jeunes à double vulnérabilité, donc en situation de handicap et bénéficiant d'une ordonnance de placement provisoire. C'était un dispositif qui est cofinancé par l'Agence régionale de santé Île-de-France et par la Direction des solidarités donc de Paris, le département de Paris. C'est des jeunes sur le dispositif qui souffrent soit des troubles du comportement, des troubles psychiques et des troubles du spectre de l'autisme ou plus généralement des troubles neurodéveloppement. C'est des jeunes qui sont âgés de 9 à 21 ans et pour lesquels il y a besoin d'une équipe interdisciplinaire composée d'éducateurs, de psychologues, d'infirmiers, de veilleurs de nuit, maîtresses de maison, d'équipes de direction, de coordinateurs, pour répondre à leurs besoins qui sont pluriels. Concentre-toi. Bravo, tu m'as créé une menace. Donc forcément, nous, au niveau de l'éducatif, on est forcément amené à faire 2 pas de côté, 3 pas de côté, même 10 pas de côté, parce que le cadre, il est pas le même que sur une MEX dite normale. Secondo, on peut être amené à avoir des situations complexes. Un jeune qui fugue très loin, à plus de 600 km d'ici, et DHA, on va le chercher sur DHA.
On prend la voiture et on va faire 600 km pour aller le chercher. C'est des situations un peu comme ça qu'on a. Voilà, on travaille toujours en équipe, toujours en lien avec l'ASE aussi, parce que forcément, situation compliquée, tête dans le guidon, ne pas réagir à chaud. C'est pour ça qu'on est assez reconnu sur le territoire parisien. Forcément, si on avait le même accompagnement que dans les autres structures, ça ne fonctionnerait pas parce que ça n'a pas fonctionné dans les autres. Et on a pas mal de résultats dans le sens où c'est pas nous, mais c'est les jeunes qui se saisissent de ce qu'on leur apporte. Et franchement, on est très content du parcours de ces jeunes. Sur le dispositif Hannah Arendt, la spécificité principale, c'est d'accompagner autour de projets individuels co-construits avec les jeunes et leurs familles, mais aussi avec l'aide sociale à l'enfance. C'est aussi un dispositif qui utilise quelques méthodes qu'on a un peu brevetées sur le dispositif, qui sont la clinique de concertation, qui permet de retracer le parcours de ces jeunes qui est ponctué de ruptures. Donc on est aidé par le docteur Lemaire et de la clinique de concertation au niveau national sur ces situations complexes. On utilise aussi des méthodes éducatives et comportementales pour plutôt accompagner autour des savoir-faire de ces jeunes et faire plutôt le pas de côté quand il y a besoin d'en faire. On travaille aussi beaucoup autour de la gestion de l'agressivité et la violence. Donc on utilise la méthode CPI-MAPA pour nos professionnels pour se prévenir d'éventuelles agressivités. Et on a aussi de la supervision pour les professionnels et d'autres méthodes qui permettent aux professionnels de répondre aux besoins de ces jeunes qui sont multiples. On est beaucoup sur des enfants qui ont eu des ruptures de parcours avec des ruptures multiples au niveau de la scolarité, mais aussi de placement. C'est des jeunes qui sont bien souvent déscolarisés à leur arrivée sur le dispositif et qui ont vécu plusieurs familles d'accueil, plusieurs maisons d'enfants à caractère social. Donc l'idée, c'est de vraiment travailler autour de la confiance, autour de la confiance en eux, mais aussi de la confiance aux adultes, de porter un regard plutôt bienveillant sur leur comportement et des fois, en tout cas l'idée principale et centrale, c'est de travailler autour de l'autodétermination et du pouvoir d'agir de ces jeunes. C'est plus simple en effet de travailler avec eux selon leur mode de fonctionnement et de là où ils en sont que de leur imposer des fonctionnements qui ont été souvent à l'échec de leur environnement et ce qui a créé par moments des ruptures. Les activités ne sont qu'un support pour travailler la question de la relation et travailler la confiance. On a un cadre qui est propice aussi au bien-être parce qu'il y a de la verdure, il y a du stade, on peut courir, il y a des gymnases, il y a des animaux qui sont juste derrière. Donc c'est pas commun comme lieu. Franchement, toutes les mecs n'ont pas ça. Donc franchement, c'est aussi le cadre spatio-temporel aussi qui est pas mal travaillé. Et c'est assez agréable pour les jeunes et facilitateur pour nous aussi.